Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette conférence. On a le plaisir d'accueillir, comme l'a bien dit Monsieur Helleux, Axel. Donc, l'objectif de la conférence, ça va être de parler, de remettre un peu en contexte justement le buzz de Rocancourt et la venue de l'année passée, pour ensuite enchaîner sur la création de l'agence Carré Croix, les multiples projets. On va parler direction artistique, storytelling. Et puis tout ce qui se fait en ce moment. Donc on va commencer par présenter un peu l'équipe. Donc aujourd'hui on n'a que Axel, mais comme tu dis bien, il n'y a que des numéros 10 dans la team, c'est ce que tu dis sur tes réseaux sociaux. Donc ah oui quand même. Hein. Donc on a Théo qui est chargé de projet digital au SMK, on va pas retracer tout son parcours vu qu'il n'est pas forcément là. Simon qui est créateur de contenu en freelance et notamment photographe de l'équipe de France. Et donc, toi qui es social media manager, community manager, directeur artistique, CEO, et tu as fait un petit passage en licence à l'Université de Caen en 2011. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui C'était il y a 70 ans maintenant, c'était il y a très longtemps. Non, du coup, j'ai une licence qui existe qui était à Alençon, qui s'appelle une licence de e-commerce. Et du coup, c'était un peu le début de tout ça, réseaux sociaux, il n'y avait pas de formation pour les réseaux sociaux, le web et l'e-commerce commençaient. Donc j'ai une licence de e-commerce. Et en fait, après, j'ai monté ma première boîte de création de site web à Argentan, dans l'Orne, dans le 61. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis perfectionné un peu tout seul sur les réseaux sociaux parce que du coup, il n'y avait pas forcément d'études sur le sujet et tout, donc je suis un peu monté en culture tout seul là-dessus. Après je suis allé en agence social media dédiée, ensuite chez l'annonceur, et ensuite j'ai créé ma boîte qui s'appelle Dokidoki, qui est spécialisée dans le social media management. Donc on gère les réseaux sociaux des entreprises, dont l'équipe de France sur Instagram depuis septembre dernier. Donc, et toujours avec en toile de fond évidemment le foot et les projets qu'il y a toujours eu autour depuis tout ce temps, quoi. Ok, nickel. Donc pour revenir sur le buzz de Rocancourt de l'année passée, ou alors c'est encore d'actualité, donc qui a été quand même nommé comme le club amateur le plus stylé de France. Il y a eu un buzz jusqu'à l'international, des maillots qui ont été vendus, si je ne me trompe pas, un peu partout dans le monde. Ouais. Et puis en fait un shooting qui a beaucoup fait parler au niveau de la création. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas forcément là rapidement l'année dernière, mais comment ça s'est passé? En plus, quand on s'est vu, je crois qu'on était dans le cœur de la tornade, je crois. Et en fait, comment ça se passe, c'est que j'arrive à Rocancourt pour faire une dernière année de foot, vu que je suis très vieux et que j'ai mal au genou. Et du coup, je propose un peu mes services pour... il y avait une équipe senior qui se créait et tout, donc du coup... j'ai proposé mes services pour au moins revoir un peu le logo qui était ce qu'il était, et aussi revoir un peu le maillot, essayer de s'amuser autour de tout ça. Le projet, il est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, il est quasiment uniquement bénévole, c'est que des gens qui ont envie de travailler avec nous, avec moi, avec le club, voilà. Et c'est parti un peu comme ça, on s'est dit on a fait un nouveau logo, on a fait un maillot qui est assez cool avec un sponsor qui faisait sens aussi pour le foot amateur, mais aussi pour... donc le responsable de l'Éméché, donc qui est le sponsor qui a donné de sa personne, comme vous pouvez le constater. Et du coup, et après on publie les photos avec, là on était qu'avec Théo Hamel que tu as cité juste avant. On cherche une direction artistique qui était du coup sur 2 axes. Le premier, c'était vraiment, justement, tu as très bien choisi les photos. Bravo Mathéo. Et du coup, la partie à gauche où on était vraiment chez le sponsor, donc on a cherché un moyen de... Le sponsor nous donne des sous pour faire les maillots. Comment on fait pour le valoriser et apposer l'image de Rocancourt à tout ça? Et l'autre partie était plutôt orientée mode. Et en fait, avec cette mode un peu du bloc-corps, je ne sais pas si vous en entendez parler, etc. Donc du coup, cette deuxième partie de shooting aussi qui a plu sur d'autres raisons. Et en fait, après, ça a touché pas mal de gens sur des sujets différents, soit la 3e mi-temps du foot de district, soit comment un club de district arrive à faire des photos alors que d'autres clubs pro n'y arrivent pas, entre guillemets, enfin, c'est ce qu'ont dit les gens, pas moi directement. Mais du coup, on était sur vraiment du plaisir et peu de limites sur notre liberté créative, qui a été très intéressant, parce qu'à l'époque,
c'était la présidente. Maintenant, c'est moi le président parce que j'ai évincé tout le monde. Elle a un gigantesque, je sais pas, une sorte de dictateur un peu quelque part. Mais non, mais du coup, c'était la présidente qui a bien voulu me donner les clés de tout ça et on s'est éclaté à le faire à l'époque. Et puis après, le succès dont tu as parlé juste avant, où ça a été diffusé sur plein de médias différents, des médias qu'on aime en tant que fan de foot aussi, et puis après la vente dans des pays étrangers, etc. On n'a rien maîtrisé de tout ça, tu vois. On a publié et après c'était entre les mains de Dieu, quoi, comme on dit. Et alors ensuite, donc, quand on t'avait reçu l'année passée... Attends, je te coupe. Le corner à droite, la photo à droite, le corner, il est millimétré. Ah ouais? Ouais, juste après. C'est pour ça que je l'ai bien choisi. Ouais, t'as bien choisi. Non, mais donc il y avait juste le premier maillot qui était sorti, le maillot domicile, c'est ça? Ouais, c'est extérieur. Le maillot extérieur. Ensuite, il y a eu d'autres maillots qui sont apparus. On va en parler un petit peu plus tard, notamment du dernier, où il y a vraiment une grosse histoire là-dessus. Il y a beaucoup de storytelling. Comment le buzz de Rocancourt, l'explosion un peu sur les médias, ça a pu un peu avoir des répercussions sur l'image du club et sur la vie réelle de ce qui se passe dans le club? Tu as plusieurs données. Tu as le truc déjà que ça a vraiment soudé tout un groupe. Comme je te disais, il n'y avait pas d'équipe senior avant. Donc du coup, ça a soudé un peu plein de gens. Donc ça passe des joueurs, des dirigeants, mais aussi des bénévoles. Et on sait que si vous êtes déjà dans des clubs amateurs d'importe quel sport, c'est dur déjà de valoriser ces bénévoles. C'est dur de les garder, c'est dur, voilà. Donc en fait, il y a eu cet effet un peu où tout le monde s'est soudé autour de ça, tout le monde en parlait à chaque entraînement, etc. etc. Donc pour le club, ça a vraiment créé un effet un peu de levier là-dessus. Après, il y a le truc financier où du coup, à partir du moment où on décide de mettre les maillots en vente sur le site, c'est qu'on a une marge par maillot et que ça nous a apporté aussi financièrement beaucoup. Le club n'était pas forcément financièrement au point non plus, donc ça nous a mis vraiment de quoi voir sur les saisons d'après et tout. Donc sur ces deux axes principaux, et puis après, mine de rien, on a pu être contacté par différents médias, d'autres marques pour des partenariats, même ce genre de conférences avec Boris, etc. Où nous, ça nous permet aussi de faire rayonner Rocancourt en tant que ville et aussi en tant que marque, où là, il y a un enjeu, comme certainement on va parler plus tard, mais où il y a un enjeu pour les clubs, qu'ils soient du amateur ou professionnel, d'agir comme une marque avec un vrai ADN puissant. Et du coup, ça a apporté un peu tout ça. L'objectif, c'est de continuer à s'inscrire dans ce même fonctionnement, de continuer à animer les réseaux, produire. Ouais, l'objectif, c'est en fait de continuer à faire kiffer les gens, parce qu'on l'a fait pour ces premières raisons-là. On voit que forcément, au fur et à mesure, les gens de Rocancourt, par exemple la maire de Rocancourt aussi, nous suit. Ça a créé vraiment un effet de mouvement et on ne veut pas s'arrêter là. On ne veut pas non plus être juste une marque qui va vendre à des gens et basta. On veut aussi rendre avec des OP, avec des artistes, avec potentiellement des associations, etc. etc. Donc ouais, on a encore plein d'idées à mettre en œuvre. On va sortir d'autres choses qui vont sortir aussi un peu des sentiers battus actuels en termes de merch, en termes de produits et tout. Donc sur ça, on ne veut pas s'arrêter là, mais on veut aussi avoir un peu... On a aussi créé quelques événements. On a fait la Rocancourtoise au Boom Bap. Il y a donc un bar-restaurant là, en fin d'année dernière, où du coup on a fait venir des DJ un peu de partout, où on a mélangé musique et foot, où du coup on est quand même sur des sujets qui sont... musique et foot district, qui sont sur des sujets quand même assez différents. On est plus sur de l'accordéon côté district et de l'électro côté bar. Et donc ce grand écart était intéressant parce qu'il y a des gars du club, des bénévoles qui n'avaient jamais entendu parler du boom bap, donc le bar, ou même des différents DJ, qui sont confrontés à ce milieu-là, et puis inversement. Donc on aime bien aussi jouer un peu sur tout ça, tu vois, genre essayer de mélanger les mondes, et qu'en fait ça reste populaire, tu vois. C'est un peu ça le sujet derrière, c'est que tout est populaire au final. Eh ben, tu faisais bien de parler de grand écart, parce que justement, à peu moins d'un an plus tard, il y a un autre projet qui est arrivé. Donc là, c'était un de vos premiers projets, voire le premier projet avec Simon et Théo, tous les trois réunis. Ouais. Donc là, c'était avec Kappa, donc pour la présentation du nouveau maillot du Stade Malherbe de Caen pour cette saison.
Comment ça s'est passé? Ils vous ont contacté? Ouais. En gros, alors du coup, avec tout ce qui nous est arrivé, donc la sortie du maillot extérieur et de domicile, je crois, et les contenus qu'on a créés autour avec Rocancourt, ça marchait tellement bien avec Théo et Simon sur notre façon de travailler et tout, que du coup, on a décidé de monter une boîte un peu plus officielle, qui est du coup spécialisée dans la création de contenu, photos, vidéos, dans le monde du sport. Et du coup, dans la foulée, c'est Kappa qui vient nous chercher, donc c'est pas Stade Malherbe, c'est Kappa qui vient nous chercher. Et Kappa, leur politique, c'est un peu d'aller chercher des agences qui sont un peu locales. Ça leur fait des économies en fonction de les clubs où ils vont. Ça leur fait des économies et aussi ils savent que l'agence connaît un peu le coin, les spots, les gens, etc. Et c'est un peu plus facile. Donc Kappa nous contacte et nous, on a proposé en fait 2 directions artistiques différentes. Et ils ont sélectionné celle qu'ils voulaient. Et on est parti sur tout ça, quoi, sur une idée de nouvelle vague. Donc, là, avec le Stade Malherbe, les maillots étaient déjà sortis. Normalement, on est un peu plus en amont de tout ça. Mais vu que rien n'est très bien organisé au Stade Malherbe, on a commencé à reprendre la direction artistique après. Donc, il a fallu se greffer en fait, à un maillot déjà existant et lui raconter une histoire. En fait. On parlait de storytelling juste avant. C'est comment on arrive en fait à... On a 2 maillots, enfin on a le domicile et on a shooté aussi l'extérieur. Comment on arrive à raconter une histoire et pas juste publier un maillot en disant regardez, on a changé les bandes du maillot parce que c'est joli, quoi. Ce qui était le postulat de base. Donc du coup on s'est dit bon, on avait deux DA différentes et celles qui sont sélectionnées, donc c'est Nouvelle Vague. Il y a plein de symboles autour de la Nouvelle Vague. C'est donc déjà le maillot qui peut-être une première historique où les bandes sont autant modifiées graphiquement. Et donc il y avait le côté de cette nouvelle vague avec l'arrivée de Nicolas Sub, où du coup il y avait aussi des jeunes joueurs qui arrivaient, donc toute cette nouvelle vague-là. Ça pouvait être aussi apposé aux nouveaux supporters qui arrivent, une nouvelle vague de supporters. Ça peut être aussi la transmission entre un père et ses fils, et ça pouvait être aussi la vague de la mère, etc. Donc voilà, on a trouvé que c'était intéressant de le travailler. Et derrière notre shooting photo, on a essayé de mettre en avant un maximum de typologies de personnes qui ont un lien de près ou de loin avec le Stade Malherbe, qui ont une histoire de près ou de loin avec le Stade Malherbe, et des âges aussi où ils ont un peu tout connu. Donc la dame que vous voyez à gauche, elle était hôtesse à Venoy. Donc Venoy, vieux stade, ancien stade. La personne à droite, c'est un des plus grands collectionneurs de maillots, il s'appelle Idriss, qui est sur les réseaux et tout, et qui a une belle collection de maillots et fan de Malherbe. Le monsieur à droite, donc, qui est marin à... J'ai perdu la ville. Qui est partenaire du Stade Malherbe. Et du coup, voilà, donc on a eu plein de profils comme ça. Donc tout le monde avait un lien un peu avec un affect un peu sur le club. On a shooté aussi un père qui était agriculteur éleveur, avec ses enfants qui aussi étaient abonnés. Et du coup, on a voulu valoriser un peu tout ce monde-là, où c'est des choses qui sont peu ou pas explorées au club. Et nous, ça nous paraissait important parce que tous les trois, enfin Théo il travaille, mais Simon et moi, on est abonnés en Borély. Donc du coup, on avait cette volonté aussi de pousser au maximum les curseurs avec des choses qui font sens pour nous, quoi. Et je pense que ça se voit sur les photos qu'on a publiées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le maillot. De ce que j'ai pu comprendre, les gens plutôt étaient contents des photos, donc ça nous a un peu rassurés. C'était un peu ça le jalon derrière. C'était bon, Kappa est content, très bien, mais si les supporters derrière suivent pas sur les photos, sachant que le maillot était déjà à problématique, on va dire, potentielle, voilà, on aurait perdu le truc. Mais je pense qu'on s'est bien débrouillé sur cette campagne-là. Ça leur a porté chance, hein. Avant-dernier, c'est parfait, quoi. Franchement, ils vont nous reprendre, c'est sûr. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc après, ouais, les spots sur les maillots, où est-ce qu'on a shooté, pardon, on a shooté, tout est local, hein, Ouistreham avec la roue. On a shooté à l'hôtel de ville aussi, dans les rues de Caen, sur son bateau évidemment, le mini-golf à côté de Ouistreham. Donc tout ça, évidemment, on n'allait pas faire des photos ailleurs qu'à Caen ou autour de Caen. Et c'était aussi important de graviter autour de Caen et pas que à Caen. Bon, moi j'avais proposé que dans l'Orne, et ça a été refusé. Mais en gros, voilà, on voulait aussi... En fait, je pense que c'est un des seuls clubs, rares clubs plutôt en Ligue 2, Ligue 1, où leurs supporters font autant de kilomètres, quoi. Et ça, pour nous, c'est important, c'est touchant. Je pense qu'on pourra aller plus loin si Kappa nous rappelle, enfin ça sera plus Kappa, je pense. Mais il y a un sujet
qui est important aussi, c'est comment valoriser la communauté, des gens qui suivent le club et qui ne sont pas forcément toujours mis en avant, et surtout en ce moment avec les résultats, la direction, etc. etc. Mais voilà, c'était ce qu'on voulait faire. Et sur le maillot extérieur, il n'y avait pas forcément de consigne particulière. Enfin, il y a des photos là, de Godson Kérémé qui est des photos. En gros, ouais, on s'est dit qu'on allait les faire en studio. Pourquoi? Parce que du coup, c'est une version négatif blanc-noir du maillot précédent. Donc, on n'allait pas le remettre en mode marinière sur un bateau ou sur un genre de choses comme ça a été fait avant. On s'est juste dit que le rappel du maillot blanc en photo studio, donc le fond blanc que tu vois, que vous voyez, c'était intéressant ce contraste-là, de passer du blanc au noir, mais en photo studio. Donc ça a été un exercice cool, et puis le club nous a proposé gentiment des profils différents, et puis ils passent tous bien à la photo. Et puis il y avait Brahim Traoré, donc forcément, donc Orné, j'étais fier. Mais voilà, il y a moins d'histoire derrière ça, si ce n'est en fait de garder ce contraste noir-blanc, blanc-noir. Et poursuivre un peu ce maillot-là qui est très joli aussi. Et donc, ça a un peu coïncidé au même moment où donc, vous avez créé l'agence. Je pense qu'il est venu juste après le projet, ou alors l'agence a été créée après la demande de CAPA? Officiellement, il a été... là, officiellement, on a tout juste notre boîte, mais c'était en cours quand on a commencé avec le club, si tu veux. Et donc pour revenir sur la création de l'agence, donc c'est à l'aube des 5 ans de Doki Doki que tu as créé l'agence Carré Croix, c'est ça. Et donc c'est donc une agence, comme tu disais, créative de photos, vidéos, direction artistique et activation autour de la mode et du sport. Ouais. Particulièrement parce que c'est vous ce que vous aimez. Ouais, on s'est rendu compte qu'avec Rocancourt et tout ça, on est un peu bousillé par ça, par les sorties de maillots, par la direction artistique photo, comment on arrive à mélanger la mode et le foot, et inversement. Ça sert aussi le propos, c'est-à-dire qu'on parlait de storytelling juste avant. En fait, faire de la photo pour faire de la photo d'un maillot dans une rue à Caen, ça nous allait pas trop, c'est juste comment on arrive à pousser les curseurs de tout ça et raconter des histoires, quoi. Et le sport et la mode, pour ça, il y a beaucoup de ponts potentiels. Les marques haute couture l'ont bien compris là récemment. Et puis il y a tout l'effet bloc-corps comme on avait parlé. Et du coup, c'est pas par opportunisme, mais plutôt parce que ça nous brûle. Comme si tu demandes à Théo de lui montrer sa veille en termes de sortie de maillot et tout, il y en a pour des heures. C'est vraiment... Donc c'est vraiment plus un truc où Rocancourt a permis de nous ouvrir les chakras en nous disant « Ah mais on peut le faire ». Et du coup, on s'est dit autant se spécialiser dans le sport et la mode, et souvent les deux en même temps, quoi. Donc du coup sur du travail photo, vidéo et de la direction artistique et de l'activation s'il faut, mais c'est plutôt nos 3 activités principales. Et du coup depuis on a travaillé avec l'équipe qui a lancé un peu de merchandising récemment. Là on a fini les photos avec Food Center, donc un gros site e-commerce qui lance un projet un peu cool. On est en contact avec l'équipe de France aussi, donc ouais, non, franchement, on est content du début de la boîte, et les clients sont contents de nous pour le moment. Je touche du bois, mais voilà, la peau de singe plutôt. Et donc j'ai marqué, là, c'est encore une fois, j'ai bien bossé, la feinte de frappe, Carré Croix sur FIFA. Magnifique. J'ai cru comprendre que c'était un peu une idée. Comment ça s'est créé? Alors c'est très simple, on était chez le frère de Simon à regarder Malherbe perdre une nouvelle fois, je pense. Et du coup on cherchait un nom tous ensemble, et ce qui nous relie c'est beaucoup le foot et aussi la console. Et en fait on trouvait que Carré Croix c'est un peu un geste ultime, tu vois, d'élimination et d'efficacité, on va dire. Et du coup on a trouvé le concept intéressant, ça sonne bien. On a ensuite travaillé le logo avec un graphiste qui s'appelle Valp, qui nous a fait toute la DA derrière, avec évidemment un joli léopard brandissant un drapeau. Mais ouais, on trouvait ça cool, ça nous ramène aussi à des souvenirs de foot et de bons jeux de foot, comme ça fait longtemps qu'il y en a eu. Et donc voilà, c'était un peu pour le clin d'œil. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on arrive à savoir qui a la ref ou pas, et ça c'est assez marrant. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui nous dit hey, Carré Croix, ouais, je vois. Et c'est un peu rigolo, quoi. Et au sein de l'agence,
Donc vous êtes tous les trois, vous avez tous les trois, comme on a dit, d'autres activités à côté. Ouais. Comment vous organisez votre temps par rapport au temps que vous consacrez à Carré Croix et quels sont un peu les rôles de chacun? Est-ce que vous avez des rôles assez définis? Est-ce que vous vous complétez toujours? C'est une excellente question. C'était un gros sujet le temps passé parce qu'on a trois statuts différents. Moi, je suis chef d'entreprise. Simon, il est à son compte, il est freelance. Et Théo, il est salarié. Donc la question, c'était comment on arrive à organiser notre temps pour que Carré Croix vive et marche et fonctionne. Et que, voilà. Donc du coup, on s'est organisé. Tout le monde en fait, a accordé du temps et des espaces-temps pour que Carré Croix existe. Et qu'on aille en shooting. Là, par exemple, on a fait 4 jours de shooting dans le mois. Donc on arrive à s'organiser pour ça. Pour l'instant, ça reste une activité secondaire, mais qu'on veut développer pour que de plus en plus, ça prenne un peu plus de poids dans nos activités. Et du coup, comment ça s'organise? Théo est plutôt orienté DA photo. Simon, un peu plus, c'est un très gros technicien là-dessus et sur la photo vidéo. Donc, il est plus, là en ce moment, un peu plus vidéo. Il travaille technique de l'image, de la prise de son, de la prise d'image aussi. Et moi, rien. Je ne fais rien du tout. Je regarde. Non, et moi, plus dans la DA et la gestion de projet client, quoi, en gros. Donc voilà, on a des activités très complémentaires en fait. Okay. Là où Théo et Simon sont un peu plus taiseux, on va dire, moi je vais être un peu plus la vitrine. La preuve, ils sont pas là parce qu'ils veulent pas venir vraiment. Mais non, je plaisante. Mais du coup, et puis moi j'ai pas les compétences techniques, j'ai juste des trucs dans la tête quoi. Et donc voilà, on est très complémentaires là-dessus sur ces sujets-là. Donc on va un peu parler maintenant des différents projets que vous avez mis en place, tout en faisant un peu un focus sur la particularité de chaque projet. J'ai passé un petit peu le côté Instagram de l'équipe de France, ça c'est avec Doki Doki? Oui, c'est ça, c'est pas du tout l'agence... C'est pas Carré Croix, là on s'occupe sur l'équipe de France, on est juste sur le CM, le Community Management de l'équipe de France. Et donc, premier projet dont on va parler un petit peu, c'est avec Foot Dimanche et avec SoFoot. Donc là, vous avez fait un shooting pour mettre en avant le football amateur, aller un peu toucher la réalité du terrain, toujours en ramenant une touche humoristique. Est-ce que là, c'est les attentes aussi, ou alors c'est ce que vous voulez mettre en avant, ou c'est un accord? Comment ça se passe? Là, en gros, c'est SoFoot donc derrière qui nous a dit faites des photos avec Rocancourt, en gros, avec les gars de Rocancourt. Okay. Et donc du coup, ils voulaient en fait cette ambiance très district, très foot amateur du match du dimanche, avec voilà plus ou moins des personnages différents. Donc en fait, on était très libre dans notre façon de faire. Ils développaient en fait du merch pour leur projet le Vrai Foot Day. Et du coup, ils ont fait chaussettes, t-shirts, etc. Nous, c'est des choses qu'on sait déjà faire sur du produit. Donc voilà. Et puis on a demandé à des joueurs de Rocancourt parce qu'on ne pouvait pas faire plus authentique que ça. Et voilà. Donc le mot d'ordre, c'était vraiment avoir cette authenticité district. Et sur l'image, on a été un peu plus loin. On a saturé un peu plus pour avoir ce côté très vrai, quoi, très authentique, même un peu sale à des égards. Et du coup, c'est ce qui nous a plu, ce qui leur a plu aussi. Ouais. Et les photos, le choix des photos, comment ça se passe quand vous choisissez? Là, c'est quelque chose qui rappelle toi ton expérience? Tu vises le talus, c'est des trucs qui toi t'arrivent, ou c'est comme ça pour parler aux gens? Comment... Tu veux dire les produits? Le choix des photos, là, sortir des toilettes. Ouais, en gros, comme on travaille, c'est qu'on fait des recherches avec des moodboards, et en amont, comme avec Malherbe juste avant, en fait, on propose des moodboards aux clients. Donc on lui dit, on pourrait partir sur cette thématique-là ou cette thématique-là. Et du coup, dedans, on met, on propose en fait vraiment un chemin très clair en leur disant, là, on pourrait shooter de cette façon-là, avec des photos d'exemples qu'on va chercher un peu à droite à gauche. Et le jour J, après, il y a, on va dire, 60-70% de prévus et 40-30% où on est sur des trucs qui nous viennent comme ça. Okay. Par exemple, les toilettes que tu vois là, c'est des toilettes de chantier qui étaient à peu près à 20 cm du but sur le terrain. Et du coup, elles ont été enlevées le lendemain, tu vois. Donc du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse une photo ici, quoi. Ensuite, il y a des projets. En fait, les projets, on voit que les projets, ils s'enchaînent et il y a quand même un grand écart. Là, on passe du football amateur, football professionnel. Ouais. Vous avez travaillé donc aussi, donc cette fois pas pour Kappa, mais pour Malherbe. Donc il me semble que c'est les photos des jours de match, c'est ça? Ouais, ça a été réutilisé pour ça. Sur les jours de match. Donc comment ça se passe de passer du côté amateur au côté professionnel?
d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre Ouais, c'est marrant parce qu'on est passé en peu de temps, on est passé du gardien de Rocancourt à Yann M. Villa. Donc oui, effectivement, je sais pas si en fait, la façon de faire est la même. Je peux pas te dire mieux que ça. On fait pareil pour tout le monde. On a vraiment ce truc personne nous a impressionnés et tout. Bon, à part Brahim Traoré évidemment, mais genre personne nous a vraiment là pour le coup. On n'était pas impressionnés par l'événement. En plus, par exemple Simon, il a l'habitude, il est au contact des joueurs de l'équipe de France. Théo, il connaissait évidemment. Moi, ça va. Je pense que bon, si je vois 2-3 joueurs qui me plaisent bien, je pense que je peux pleurer. Mais là, pour le coup, en vrai, il y a pas en fait, dans notre façon de faire, il n'y a pas de différence entre un club pro, un club amateur, une marque. On prend toujours le problème de la façon la plus logique selon nous, c'est-à-dire vraiment penser à ce qu'on veut raconter derrière. Donc là, en gros, le besoin du Stade Malherbe, c'était, on a un média day, donc en même temps que nous, il y avait la LFP qui faisait les contenus. Ils nous ont challengé là-dessus. Et en fait, le but, c'était, comme tu as dit, en fait, d'avoir des photos un peu froides que tu peux mettre un peu tout le temps. Donc, je crois qu'il les met sur les compos. Non, ou annonce de match, t'as dit Annonce de match. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bon, autant avoir des portraits serrés avec fond rouge pour contraster un peu avec le bleu du maillot. Et en fait, avoir surtout des attitudes différentes en fonction des joueurs et essayer de refléter leur personnalité sur le moment où on leur dit d'avoir des actions, des moves ou des pauses, quoi. Parce qu'en fait, ils sont souvent assez rodés sur l'exercice, mais ils font toujours la même chose, quoi. Ça va être bras croisés, célébration, et puis basta. Nous, on a essayé d'aller un peu plus loin sur le peu de temps qu'on avait sur le jour de shoot, mais ouais, c'était intéressant à faire. C'est un autre exercice un peu différent. C'est pareil, il faut shooter les 20, je sais plus combien ils sont, donc ils ont 5-10 minutes et encore pour faire les photos. Donc c'est à la chaîne, quoi. Faut être rapide et efficace. Et la préparation en amont sur ça, vous avez déjà tout qui est écrit, vous savez quel joueur doit avoir quelle posture, ou il y a beaucoup d'instinct aussi, ouais. Ça se fait au moment Là, sur le coup, c'était entre les deux. On avait encore une fois un moodboard avec plein de poses. Beaucoup étaient issus du basket, parce que du coup, en foot, surtout en France, il y avait peu de références. Et l'autre moitié, c'était vraiment au feeling. Parce que du coup, tu vois, tu as des gars qui disent « non, j'ai pas envie de faire ça », ou « ça me dit pas », ou « j'ai mon truc », machin. Donc voilà, après, on a essayé de faire aussi en fonction de leur personnalité, du moment aussi, parce que bon, par exemple, il n'y avait pas Alex Mendy qui était en partance, donc ça, voilà, les ambiances, les moods, les trucs, voilà. Ensuite, on passe, là, on repasse du coup un peu dans un autre domaine. Donc là, c'est sur l'amour de la Normandie. C'est vous avez travaillé avec 415, ouais. Qu'on a reçu ici, qui est le super atelier, qu'on a reçu ici en conférence il y a quelques mois. Donc avec 415, vous avez fait donc de la photo, la vidéo, la production. Là, comment ça s'est construit un petit peu, comment le projet s'est construit. On sait que c'est des acteurs aussi qui sont un peu dans le même style. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'ils viennent nous chercher, pour les raisons que tu as dit. Ils avaient vu notre travail avec, je ne sais plus quel sujet, je pense avec Malherbe, je ne sais plus. Et en fait, ils avaient une collection de fringues très orientées un peu Normandie, mais un peu les clichés sur la Normandie, / un peu voiture de collection. Et toute cette collection-là, en fait, elle a été vendue beaucoup au Japon. Elle a eu un énorme succès au Japon. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, avec les ventes du Japon, on a un peu de budget pour faire quelques photos. Ils ont peu de temps pour faire ce genre de projet, ou du moins les proposer à d'autres. Et du coup, nous, on était ravis de le faire. Et voilà, c'est des sujets qui nous touchent. Mode / Normandie, oui, effectivement, on a réfléchi à tout ça. Et pareil, on a proposé plusieurs pistes. Et celle qui a été sélectionnée, soit on jouait le cliché à fond, à 100%, soit on faisait autre chose. Là, on a choisi en fait le cliché de la Normandie, mais avec des attitudes un peu différentes et très mode haute couture, on va dire. Et du coup, dans des spots, en gros, où on a eu une vieille maison d'époque et on a été à Beuvron en Auge faire quelques autres photos aussi. L'idée, c'était en fait d'avoir des spots très classiques, très touristiques, qui représentent vraiment la Normandie, mais y apporter en fait un peu des trucs, soit des poses un peu bizarres, soit des arrière-plans un peu différents en fait, soit des plans un peu comme à gauche. Et voilà, c'était ça un peu ça l'idée du shoot.
Et c'est écrit sur Instagram, c'est écrit chez Mamie Martine, il y a une anecdote derrière ça ou pas? Oui, c'est la grand-mère de Théo. Ah, ok, ça marche. Qui nous a gratuitement prêté sa maison et qui nous a même laissé un peu des chocolats. On était bien reçus. Et pour reparler un petit peu de 415, donc, qui viennent vers vous pour vous proposer ce genre de projet, ouais. Et comment ça se passe, vous, sur votre choix, avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui que vous avez pas forcément les cités, refusés, parce que ça ne vous correspond pas, parce que vous n'avez pas le temps? Ouais, ce qui est bien pour les raisons qu'on a dit avant sur notre temps passé sur le projet, c'est qu'on est en position un peu de choisir les projets. Et on a dit non plusieurs fois. Bon, ça n'arrive pas tous les jours non plus parce qu'il faut qu'on mange un peu aussi. Mais on a eu un projet où en gros, c'était une marque qui est un peu connue maintenant, un équipementier un peu connu, qui avait en fait une idée, mais qui avait déjà une agence DA. Et du coup, en fait, c'était plus dans l'idée de faire ce qu'on vous dit, venez shooter et tourner et taisez-vous, entre guillemets, même si c'était pas ça, pas dit comme ça. Et on a dit non parce que justement, on n'avait pas cette liberté de proposer nous-mêmes une direction artistique et on n'est pas juste à faire des choses, on essaie de proposer des trucs et on n'aurait pas été à l'aise en fait à l'idée de juste faire et pas avoir en fait l'idée en amont, tu vois. Okay. Donc c'est plutôt ça. Après, je pense qu'on ne sera pas arrêté sur des marques ou quoi sur nos prochains clients s'il y en a qui arrivent. C'est plus sur est-ce qu'ils vont accepter ou pas nos propositions, tu vois. Okay. Si par exemple on propose 2 moodboards, 2 pistes et qu'ils en refusent les 2 parce que les raisons ne correspondent pas, bah, tu vois, on dira bah, tant pis, on va pas le faire. C'est plus ça dans l'idée. Si par exemple Gilo, les fromages Gilo, ils nous disent faites un shooting photo de camembert, bah, si on trouve une bonne idée, on le fera, tu vois. Ok. Et on va un peu plus se pencher là sur le storytelling qui est quand même vachement important dans vous, votre manière de faire. Donc là, on voit le maillot, c'est le maillot d'échauffement. Ouais. Le maillot d'échauffement du FC Rocancourt, donc qui a été baptisé l'Ennui. Et derrière, en fait, il y a une espèce de... Enfin, il n'y a pas une espèce, il y a une histoire qui raconte un peu ce qui se fait dans les villages un peu paumés de la Normandie. Comment on essaye de raconter une histoire rien qu'à travers un shooting en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu commences par où est-ce qu'il faut commencer, c'est-à-dire quelle histoire tu veux raconter, au lieu de dire, en fait, comme la plupart, peut-être la moitié des clubs pro et tout le reste, c'est il faut faire un maillot, on le sort, il faut qu'il soit vendu beaucoup. En gros, l'idée, c'est de prendre le problème à l'inverse et de se dire, en amont, on veut raconter une histoire à nos supporters ou aux gens qui nous suivent, qu'est-ce qu'on fait et par quel support on va matérialiser ça. Donc par des maillots. Et en fait, là, l'idée du maillot de l'Ennui, elle vient avant de sortir des maillots, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu un truc universel où, en gros, quand tu es une commune collée à une grosse ville, une moyenne ville, en agglomération, bah, vous le voyez autour de Caen et tout, il y a quand même des... C'est assez mort, il ne se passe pas grand-chose, voilà. Et en fait, ça peut aussi avoir... Nous, ce qu'on s'est dit, on est parti de ce postulat-là, c'est que oui, comme ça, on dirait une ville juste dortoir et tout. En fait, ça te forge aussi dans ton enfance, ça te ramène une certaine nostalgie. T'adores y retourner voir tes parents et manger ton poulet frit du dimanche midi. Et en fait, ça a quand même un côté où cet ennui-là aussi a favorisé d'autres choses, peut-être l'amitié avec des gens, peut-être la créativité parce que tu te fais chier, tu trouves des trucs à faire, ou autre chose. Et du coup, en fait, l'ennui, ça peut être bien. Il y a plein de théories et plein de philosophes qui parlent de ça mieux que moi, mais ça peut être bien à des égards en fait de s'ennuyer, et c'est ce qu'on a voulu valoriser. Donc il y a eu certains médias qui n'ont pas forcément pris ça dans le sens où il fallait le prendre, même des habitants de Rocancourt qui m'ont dit mais ouais, la vidéo et tout, ça montre qu'on se fait chier, c'est pas bien. Je dis oui, mais c'est pas trop le message, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Henri, ça s'appelait Henri. Mais en gros, voilà, c'était ça le message. Et après, c'est comment on le matérialise et sur quel support. Donc le maillot, pour nous, voilà, on voulait faire un 3e maillot cette année. On s'est dit, faisons quelque chose de universel, parce que l'idée de base, c'était justement, tu vois, ces communes en agglomération, il y en a partout en France. Donc on s'est dit, un maillot portable par tout le monde, pas juste au stade ou pas juste sur le terrain de foot. Et après, quel support? On s'est dit, un contenu vidéo et un shooting photo, ça semblait le plus parlant. Donc le clip vidéo, c'est que des spots à Rocancourt ou à moins de 10 km autour de Rocancourt sur des lieux d'ennui en fait. Le parking du supermarché, je pense que tout le monde a été à Mondeville 2 ou ceux du coin du moins.
le golf, c'est l'activité que tu vas faire une fois par mois peut-être. On a fait le Buffalo Grill, l'arrêt de bus, enfin plein de choses. Et après, sur le shooting photo, c'est pareil, c'est sur chaque spot qu'on avait dans la vidéo, comment on arrive à faire des belles photos qui montrent en fait cet ennui-là, mais de façon esthétique. C'est toujours pareil, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est comment on arrive à valoriser le foot par un levier qui est esthétique. Et nous, notre fil rouge, c'est ça, en fait, notre DA ou ce qu'on veut, notre leitmotiv, c'est vraiment ça. Et du coup, à Rocancourt. Et du coup, des fois, j'ai des idées qui sont trop d'un côté artistique ou trop perchées, ou des idées qui sont trop foot et qui sont pas hyper. Donc du coup, c'est comment on arrive à surfer là-dessus. Et du coup, on a eu des bons retours sur ce maillot-là. Donc on est content parce que on voit que le message est passé. Et en fait, c'est ça le truc aussi derrière, c'est que quand les gens ont compris le message derrière et t'envoient un message en disant « Ah mais trop cool, moi aussi je me fais chier à perpète les oies », c'est là où t'as gagné, quoi. En fait, c'est ça le truc. Pareil que sur le maillot extérieur, quand on l'a sorti, il y a plein de gens qui nous ont sorti des anecdotes cool. Et en fait, c'est parce qu'ils ont compris là où on voulait aller. Et c'est là où c'est une réussite, pas forcément sur un nombre de maillots vendus, mais quand on a des retours directs de gens, et sans compter aussi les habitants de Rocancourt, les dirigeants, les bénévoles et tout qui en parlent, ça fait vraiment un effet un peu boule de neige aussi, quoi. Et là, par exemple, on voit donc sur la photo de droite, donc sur le parking de Mondeville 2. Ouais. Derrière, il y a donc on voit Mondeville 2, on voit le logo Carrefour. Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte quand on fait un shooting photo, notamment au niveau de la marque, par exemple? Oui, justement. Oui. Alors, à Rocancourt, on s'en fout, mais pour nos clients, on leur a enlevé le Carrefour, par exemple. Okay. Donc du coup, il y a des trucs. Par exemple, tu vois, là, on a fini un shooting hier où on est en retouche photo. On a été dans un diner américain, tu sais, les trucs. Et donc, il faut enlever les marques, etc., pour avoir le moins de trucs possible, tu vois. Donc, on retouche la plupart du temps. On essaie de faire le moins de retouches possible sur les photos, qu'elles aient l'air le plus naturel possible. Et des fois, en fait, sur les outfits, des fois, quelqu'un va mettre une casquette ou on va avoir une marque et tout. Donc, on va les enlever pour nos clients professionnels. Mais avec Rocancourt, on s'en balèque un peu, en vrai. Okay. Et sur la direction artistique, quand on veut transmettre un message, qu'est-ce qu'il faut absolument prendre en compte sur une photo? Donc là, on voit que sur chaque photo, il y a une pose qui est différente, il y a des couleurs qui sont choisies. Là, par exemple, on met en avant un maillot, mais derrière, il y a un jean, il y a des chaussures. Est-ce qu'on choisit ça aussi? Ouais, il y a tout un travail. Dans ce que tu dis, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est le traitement de la photo, où nous, on travaille beaucoup donc, je ne suis pas technicien et je suis même nul et ça ne m'intéresse pas, mais on est plutôt sur un travail au flash, comme je disais juste avant, et avec une sorte de diffuseur derrière. Et en fait, le côté flash que vous voyez, donc l'effet un peu brillant, blanc, ça apporte vraiment une authenticité aux photos. Ça fait vraiment très naturel et, comme je disais juste avant, un peu sali de temps en temps. Et c'est ce que moi j'adore dans ces photos-là, c'est qu'en fait elles ont un côté très, très authentique. Après, sur les poses, nous, on a une roadmap, donc on fait un petit doc sur le jour J pour les photos, où on dit telle personne aura cet outfit-là, sur ce spot-là, avec telle attitude. Okay. Et en fait, les attitudes, elles sont aussi importantes que le maillot, et même plus de temps en temps, parce que sur ce genre de shooting photo, on ne se focalise pas sur la qualité du maillot, la coupe, la pose, comment il est posé sur la personne. On est plus sur de l'inspiration et essayer de véhiculer une image, comme tu disais juste avant. Et donc sur la sélection des fringues, on fait vachement gaffe pour que tout colle en fait à ce qu'on veut faire. Pour que la plupart du temps, en fait, c'est géré en fonction du maillot. C'est comment on change les couleurs, quelle couleur on met avec tel ou tel maillot. Là, par exemple, à gauche, c'est une robe beige qui rappelle le col et les manches. Les chaussures à droite aussi sont beige, par exemple. Le jean, ça marche à peu près partout, tout le temps. Et on alterne aussi avec du manche courte, manche longue pour montrer qu'on a deux sortes de maillots. Et au niveau des poses, on est toujours sur une attitude assez à chaque fois neutre qui amène ce côté de déjà qui est issu de la haute couture et de la mode. Tu vois, que tu regardes les modèles en photo sur les magazines, elles font toute la gueule. Mais c'est pour de bonnes raisons. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Moi, j'aime pas du tout j'aime pas sur les photos les gens qui sourient, donc c'est peut-être un problème personnel aussi derrière. Mais du coup, en fait, le fait qu'il y ait ce côté très, en fait, ça apporte un truc où tu es très dégagé de la photo, quoi. Tu t'en fous un peu. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Et là, en l'occurrence, pour l'ennui, ça marchait encore mieux, quoi. Et par rapport à l'identité que vous avez, quand on est une agence comme ça, donc là ça fait maintenant environ 6 mois, est-ce qu'on veut absolument garder
toujours la même identité, se présenter toujours avec la même identité, ou alors il y a des choses qu'il faut garder, des choses qu'il faut adapter dans la manière de faire? C'est une excellente question que je me pose très souvent. T'es très fort, Mathéo, bravo. En gros, sur Rocancourt, moi j'ai envie de garder une sorte de ligne de conduite un peu graphique et visuelle. Et en fait, là, la semaine prochaine, on sort des écharpes. Les photos, elles n'ont rien à voir avec ça. Donc, vraiment, ce que je viens de te dire, tout et son contraire en 10 secondes. Et par contre, côté agence, je mets vraiment les deux côtés. Rocancourt, c'est un peu comme une récréation, c'est-à-dire que, et c'est un peu mon bébé et après celui des gars. Mais sur Carré Croix, on est plutôt sur un truc collectif. Et je pense qu'on a une patte, tu vois, une DA, un style qui fait que les clients viennent à nous pour le moment, et ça, c'est cool. Mais je pense qu'on ira sur d'autres sujets et d'autres traitements d'images et on a plein d'idées ailleurs qu'on aimerait aussi reproduire pour des clients. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion, mais il y a plein de choses, des photos en studio ou des photos un peu plus arty qu'on aimerait faire. Donc ça, c'est pas pour Carré Croix, justement, c'est même une force si on arrive à toucher à d'autres sujets et montrer qu'on est capable de faire d'autres choses. Et sur Rocancourt, je suis un peu plus frileux, mais c'est parce que c'est mes problèmes à moi, quoi. On est donc que sur les 6 premiers mois. Tu l'as dit aussi sur tes réseaux. C'est que le début, mes boys. Donc maintenant, qu'est-ce qui va venir dans les prochains projets? L'objectif, c'est de garder le même rythme. Donc tu disais tout à l'heure quand même que vous allez mettre encore un peu plus d'importance, un peu plus de temps sur l'agence. Ouais. Comment ça se profile là sur les prochains mois, prochaines années? Alors côté Carré Croix, on a un gros contrat qui va nous prendre pas mal de temps avec Food Center, là dont je te parlais juste avant. Du coup, Food Center, ils vont créer une marque qui va faire des maillots de fausses villes. Enfin, non, des faux maillots de ville plutôt. Donc genre Hollywood, Copacabana, Saint-Tropez, etc. Donc ils nous ont mis en amont du projet, on a fini le premier shooting là, donc on va en avoir plusieurs sur l'année. On a, comme je te disais, peut-être la possibilité de travailler avec l'équipe de France, donc là c'est encore un peu confidentiel sur ces sujets-là. On aimerait retravailler avec Malherbe, en vrai c'est ce qu'on adore faire. Ça serait bien sur cette année-là, après vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, je suis pas sûr qu'on soit dans les... Bon, on verra bien. Travailler avec des clubs de foot ou même des clubs d'autres sports, on pense à l'e-sport aussi où il y a des sujets. Voilà, on aime bien le foot quand même, mais ouais, on a plusieurs projets comme ça en attente, d'autres choses qui vont se matérialiser dans l'année. Et puis côté Rocancourt, comme je disais, on a des écharpes qu'on sort la semaine prochaine. On va avoir pour le millénaire, on va avoir un artiste qui va venir, on fait partie du parcours artistique où il y a un artiste qui va venir, Enzo Lebré, qui va venir sur la pelouse, en fait faire une expo sur des cahutes qui va se réapproprier. Donc comme je disais juste avant, en fait l'idée c'est aussi de pouvoir avoir cette truc un peu artistique ou de donner aux gens et de mélanger aussi et pas forcément juste regardez on fait des produits, achetez-les et rendez-nous riches. C'est plus aussi à avoir ce truc de partager comme avec la Rocancourtoise où on va faire une deuxième opus je pense rapidement. Et voilà, quoi te dire d'autre sans spoiler? Non, pas forcément, mais après... ouais, vas-y, excuse-moi. Par exemple, avec Rocancourt, c'est quand même un lien, on va dire, à long terme, parce que tu bosses continuellement dessus. Est-ce que plus tard, l'objectif, c'est de continuer à faire un peu d'émissions comme ça, ou alors d'avoir des engagements avec d'autres clubs ou d'autres équipes Ouais, Rocancourt, pour ça, ce qui est bien, c'est que ça nous permet en fait de travailler avec d'autres types de créateurs de contenu. Par exemple, on va pouvoir demander la vidéo, on l'a fait avec Thomas Duclos, la dernière vidéo du maillot, et pas avec Simon ou Théo. Et ça nous permet en fait de travailler avec des profils, et ensuite, pourquoi pas travailler avec eux pour Carré Croix, tu vois. Donc ça, Rocancourt, sur l'année, il va y avoir plusieurs choses qu'on va essayer d'amener petit à petit. Mais j'ai perdu ta question. Travailler avec les clubs, bah ouais, on aimerait bien. On aimerait bien. En fait, il y a des sujets partout et c'est même pas une question de budget ou de moyens. C'est juste en fait que les clubs soient en mesure de se rendre compte que c'est important le storytelling dont tu parlais juste avant. Ça, c'est un sujet qui est très très important. Je sais pas si vous êtes en stage ou ailleurs dans des clubs. Mais en fait, tout ce travail en fait d'évangélisation et de parler de ce truc de c'est important que vous racontiez une histoire et même si vous êtes en D3, R1, R2, machin,
Ça suffit plus d'avoir un sponsor, une remise de chèque, une photo des maillots, il faut aller un peu plus loin. Et derrière, ça va pouvoir vous débloquer des leviers marketing ou de vente. Et c'est valable pour les autres sports, on parle que du foot, mais c'est valable pour plein d'autres sports. Et en fait, tout ce travail-là d'éducation, il est très important, mais on part de loin suivant les profils, tu vois, suivant les présidences et tout. De temps en temps aussi, il y a des trucs un peu en interne, où il y a des... c'est les goûts, les couleurs, quoi. Il y a des clubs encore où c'est le président qui faisait les maillots, je crois, à Chambly, un truc comme ça. C'est lui qui faisait les maillots, donc il y a des sujets. C'est aussi un truc qui est très touchy pour les supporters, mais aussi qui est très important pour... tout le monde a son mot à dire sur un maillot de foot ou un maillot de façon générale, donc je diverge de ta question, excuse-moi. Mais en gros, il y a une grosse partie éducation à faire là-dessus. Et les clubs ne sont pas tous prêts, et même dans le monde pro, on s'en rend compte aussi, quoi. Et en tant que président au FC Rocancourt, au niveau du classement, ça donne quoi, le premier de Détroit? Invaincu en Détroit. Invaincu, jusqu'à où? C'est quoi l'objectif? Il y a des objectifs sportifs ou non, on reste quand même que dans le football Je vais être très simple, c'est 2 mots, Ligue 1. Ok. Non, en gros, là on est dans une phase où on structure beaucoup le club, parce que maintenant la Ligue et le district nous donnent des obligations en fait, pour pouvoir aller un peu plus haut. Donc ça veut dire une école de foot, ça veut dire une équipe féminine, ça veut dire un arbitre, etc. etc. Donc là, moi j'ai un mandat très officiel sur à peu près, on va dire, 3-4 ans, où mon job c'est de structurer tout ça avec évidemment plein de gens qui sont motivés à l'idée de travailler là-dessus. Moi j'aimerais bien un D1, D1 R3 et puis m'en aller sous les hurrahs de la foule. Et on est en train de bâtir en fait une école de foot, donc on a une équipe de jeunes là, qui va sortir très vite. On a appelé ça l'Érable Academy. Okay. L'Académie Érable, pardon. Du coup, on va essayer aussi, pareil, au-delà d'avoir un truc storytelling et tout, parce que ça reste quand même du marketing et tout, d'essayer d'apporter autre chose à une école de foot en termes de valeurs, en termes de charte, en termes de développement de l'enfant, etc., etc. Donc c'est des gros sujets qui nous tiennent à cœur. Et en fait, on s'aperçoit que dans d'autres clubs, c'est un peu laissé de côté. Donc c'est là où nous, on a intérêt à aussi essayer de créer cette école de foot, quoi. Donc on espère la D2 rapidement. On a les vétérans, une école de foot avec au moins une équipe de jeunes et un arbitre. Ça serait bien pour cette année. Et après, on verra. Et en tant que politique, comment on fait un peu pour essayer que l'aspect marketing, enfin l'aspect merch, l'aspect communication prennent pas le dessus sur le club, parce que ça attire beaucoup de monde quand même. Est-ce qu'au bout d'un moment, il va falloir réguler le nombre de joueurs qui veulent venir? Comment ça se passe là-dessus? Ouais, c'est une bonne question. En gros, il faut pas qu'on... T'as raison, c'est une bonne question. Il y a un vrai sujet aussi, c'est de ne pas tomber dans le surmarketing, comme je te disais. C'est-à-dire, ok, on a sorti des maillots, on est un peu connu, on prend des abonnés sur Insta, machin. Bah ouais, mais le risque, c'est de sortir des produits tout le temps et de devenir juste une passerelle et que les gens s'essoufflent parce qu'il n'y a plus d'histoire à raconter, tu vois. Et ça, c'est un peu un risque qu'on doit mesurer. Maintenant, il y a des vrais gens à Rocancourt, des gens qui se donnent depuis le départ, depuis le tout début, qui sont motivés. On a un grand bureau maintenant, on a beaucoup de bénévoles. La buvette, elle se développe aussi sur plein de trucs, plein de sujets qu'on développe aussi. Donc moi, mon but, c'est de continuer à fidéliser tout le monde, parce que c'est le but, en fait, j'aurais dû en parler dès le départ, mais ce truc-là aussi de sortie de maillot et d'avoir un peu cette hype, ça sert aussi à fidéliser tout le monde, tu vois. Des joueurs aux dirigeants en passant par les bénévoles. Et plus on sera soudés, plus on ira loin et longtemps, en fait. C'est un peu ça la vision du truc. Et après, oui, on a des demandes à droite à gauche. On est obligé de faire de marques ou de partenariats ou de sponsors et tout. Et on ne peut pas dire oui à tout le monde parce qu'on veut conserver aussi ce truc qui est important pour nous. On l'a fait ensemble, on est parti de zéro et il y a 3 ans, il n'y avait personne, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est assez important et il faut être garant de ça, en fait. Et tout en se disant que derrière, on doit bâtir aussi un club solide pour les années à venir qui passe par l'école du foot, tout ce que je te disais avant, quoi. Bah écoute, ça va être tout pour moi au niveau des questions. Je laisse la parole aux étudiants s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. En tout cas, merci pour, merci. Pour ta transparence et tes explications. Ah ouais, micro. Ah ouais, tu vois, c'est pour oui, pardon, c'est beau. Déjà, merci beaucoup pour la qualité de l'animation. Mathéo, c'était très fluide et intéressant à suivre. Et puis, bon, Axel, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci. J'ai peut-être 2 questions. Je vais les soumettre au fur et à mesure.
La première, c'est sur la réception par les joueurs de la DA. Tu l'as évoqué un petit peu. Je me demandais en fait si la plupart des joueurs étaient cantonnés à une vision hyper classique parce qu'ils sont habitués à tu poses avec le maillot et puis la photo devant la mairie sous 3 rangs, etc. Ou avec des footballeurs de plus en plus jeunes et plus habitués à une culture, on va dire, urbaine, sinon même rap, où on sait que par exemple les projets sont toujours hyper stylés et léchés, quoi. On est quasiment sur des DA conceptualisés. Est-ce que, par exemple, on a des joueurs qui, lorsque vous leur soumettez des idées, sont intéressés par ça? Donc, première question, réception de vos DA par les joueurs. Et la deuxième, c'est sur la campagne sur la thématique de l'ennui. Sur l'ennui dominical en milieu périurbain, ça sonnait très Orelsan en fait. Oui. Et il y a un moment sur la fin, tu évoques un petit peu le devenir de l'agence, où pour l'instant vous êtes sur un développement, sur un positionnement sport-culture. Est-ce qu'à un moment vous pouvez basculer totalement culture, par exemple, parce que on voit bien que par exemple ce que vous pourriez faire localement avec quelqu'un comme Orelsan, on voit tout le sens que ça peut donner. On évoquait tout à l'heure 415, tout ça est lié en quelque sorte. Ouais. Je vais répondre à la deuxième, parce que j'ai perdu la première. Mais Orelsan, c'est drôle parce que du coup on l'a contacté pour que, en fait, l'idée sur la première vidéo, c'était qu'il fasse la voix off, une voix off par-dessus les contenus qu'on avait fait. Alors on était comme des fous et tout, et puis de contact en contact, on a réussi à l'avoir. Il a refusé très poliment, mais il a refusé. Mais oui, parce qu'il a sorti un son sur ce sujet-là qui a fait écho et qui a guidé notre DA aussi, tu vois. Ça a beaucoup fait écho à ce qu'on a fait sur la vidéo et tout. C'était dans nos refs. Et c'était la première fois qu'on mettait une musique dans nos refs. C'était rigolo, mais effectivement. C'est marrant parce qu'avoir les photos, j'ai la musique en tête. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a réussi quelque part. Mais on aurait aimé. Et tout ce maillage en fait local de marques qui se développe et tout, nous ça fait partie de l'ADN de Carré Croix et des gars aussi pour ton projet par exemple ou d'autres. C'est qu'on veut mettre un point d'honneur aussi à pas juste sélectionner nos clients parce qu'ils ont des sous, parce qu'ils sont des noms ronflants. C'est aussi travailler en bonne intelligence sur des univers qu'on a en commun et avancer sur des sujets tels qu'ils soient, en fait, que ce soit avec Rocancourt ou avec Carré Croix. Si on peut aider ou si on peut créer des choses ensemble, ça sera, et de façon très locale, nous, on sera ravis de le faire. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives à te développer aussi, et pour aller plus loin, en fait, c'est de t'entraider sur des sujets et avancer comme ça. On a beaucoup de collabs avec Rocancourt, notamment, où du coup, on se donne des coups de main à droite à gauche, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, quoi. Donc, pour nous, c'est ultra important, et on fermera jamais la porte à... Là, 415, pareil, on n'était pas le shooting, on n'était pas hyper dispo, c'était en fin d'année dernière et tout, machin. On s'est forcé à trouver et à faire et à livrer dans les temps parce qu'on jugeait que c'était une bonne connexion, quoi, en gros. Et sur la perception de la DA par les clubs ou les joueurs alors, c'est plus une question, je pense, sur par exemple le Média Day qu'on fait avec Malherbe ou les photos en studio du maillot extérieur, j'ai l'impression que c'est plus une question de personnalité. C'est plus quelqu'un, par exemple Bilal Brahimi, il a 170 célébrations. Donc c'est très facile. Il est très sympa et tout, et du coup c'est très facile, quoi. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus timides, et je pense que c'est pas forcément une question de génération. Enfin, du moins je l'ai pas senti comme ça, plutôt de personnalité, où en fait les plus réservés potentiellement vont avoir moins d'idées ou de choses à montrer, et d'autres vont être même un peu renfermés, mais du coup si tu les mets sur la voie, ils vont faire des trucs hyper cool et ça va bien marcher. D'autres, tu as l'impression de les faire chier, et quand ils le font, c'est super. Donc je pense que c'est plus une question de personnalité et de rapport à ça. Après, oui, les plus jeunes, on les code déjà, donc c'est plus facile, forcément. Tu as un truc, quand tu les vois faire les célébrations au stade, tu vois qu'il y a une différence entre Michael Le Bihan et Le Normand, par exemple. Donc du coup, je pense... Noé Le Breton, pardon. Du coup, c'est plus dans ce goût-là, ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as un travail de... Tu as 5 minutes avec le joueur, tu lui montres des pistes, s'il n'est pas d'accord, il va faire une célébration, et nous, on ne sera pas à l'aise. On sera pas... Donc du coup, on trouve d'autres leviers, et c'est intéressant, tu as une partie quand même explication. Mais au même titre que tu dois aussi gérer tes modèles, ou des modèles qui ont l'habitude aussi, donc c'est un peu sensiblement le même travail d'expliquer
Et voilà, avec une petite blague, c'est mieux, quoi. Faut voir ça, quoi. D'autres questions ? Merci pour votre intervention. Je t'en prie. Vous avez parlé pour l'agence tout à l'heure au niveau de la sensibilisation sur l'histoire auprès des maillots pour les clubs. Est-ce que votre souhait avec l'agence à long terme ou à court terme d'approfondir, d'aller chercher les clubs pour valoriser leurs maillots, est-ce que c'est votre souhait ou vous attendez qu'ils viennent à vous? Bah, t'es toujours un peu content quand ils viennent à toi, en vrai. Mais non, je pense qu'on va s'y mettre. On aimerait bien. On a des touches de près ou de loin, mais en fait, il y a un peu, tu sais, dans les clubs, il y a aussi un peu de politique entre les gens et tout, et c'est des fois difficile d'avoir le bon décideur et de proposer les mêmes choses. Donc on se demande si l'angle d'attaque, il n'est pas par l'équipementier, tu vois. Donc travailler un peu plus avec Kappa, travailler un peu plus avec Adidas, avec ces marques-là. Donc c'est un peu à tâtons et il faut déchiffrer un peu, et chaque club fonctionne très différemment. T'en as qui fonctionnent vraiment comme des entreprises, d'autres qui sont vraiment comme des associations ou très mal organisées et tout. Du coup, c'est assez difficile. L'enjeu pour nous, pour les clubs, il est de trouver la bonne personne, et je ne sais pas si c'est par le club ou par l'équipementier. Mais en tout cas, sur l'envie, ouais, nous, moi, à titre perso, les gars, je pense aussi, mais moi, à titre perso, travailler avec les clubs, c'est ce qui me botte le plus, tu vois. C'est vraiment, je vois des clubs dans le coin, je me dis, il y a tellement de trucs à faire. Et en fait, c'est ce que j'ai dit déjà la dernière fois, je crois, mais chaque club, tu vois, a son histoire à raconter, en vrai. T'as des communes qui ont 100 habitants, enfin 1000 habitants, et qui sont là, il y a un club depuis 1920, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est magique avec le foot, c'est que tu as toujours... Là, on a fait, il n'y a pas longtemps, on a interviewé un des fondateurs du club, qui a maintenant, je crois, 80-90 ans, avec sa femme qui a Alzheimer. Lui, il nous a raconté, pas elle. Il nous a raconté, en fait, comment il a créé le club et tout. C'était incroyable. On est resté 1h30 avec lui. Et en fait, ça, tout le monde peut le faire, tu vois. Je rebondis, je vais un peu de nulle part, parce que c'est moins de rapport avec ta question, mais c'est ce qui nous fait kiffer, tu vois. Quand tu as des histoires à raconter comme ça, c'est fou. Et on aimerait bien, ouais, avoir travaillé avec d'autres clubs, ça serait stylé. Ouais. Merci. Bah justement, je voulais rebondir sur cette question parce que de manière générale, il y a certains territoires où c'est pas forcément le foot qui prône plus, mais d'autres sports comme le handball, le basket, le volley, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt aussi de se développer, pas forcément votre agence, mais de développer aussi cette conception, que ça soit de maillot ou etc., pour ces sports-là, ou est-ce que ça n'aurait pas le même effet que le fait le foot de manière générale? Non, je pense que c'est tout sport, en fait, tout club peut s'approprier ça, tu vois. Ce qui est bien avec ça, c'est comme je disais juste avant, c'est que ça nourrit deux trucs. Le premier, c'est que ça va fidéliser de ouf les gens qui vont te suivre. Donc que tu aies 10 supporters ou 100 000, c'est pareil, tu vois, ils vont continuer à kiffer ce que tu as fait. Donc c'est une question de proportion. Après, sur les clubs, oui, il y a tout intérêt, en fait, les autres sports à aller sur des terrains comme ça, en fait. Parce que derrière, tu vas fidéliser, tu vas créer une communauté, tu vas faire kiffer les bénévoles, tu vas créer vraiment un univers autour de tout ça. Et après, en termes de vente, tu vois, tu peux aussi avoir un revenu supplémentaire qui n'est pas négligeable non plus, quoi. Et je pense que les clubs, il y a des enjeux. Nous, le foot, c'est parce qu'on y vient, tu vois, mais il y a d'autres sports qui sont moins médiatisés et qui auraient des enjeux, tu vois. Parce qu'ils sont peu médiatisés, si tu sors une collection de, je sais pas, de nouveaux maillots de hand ou de hockey et que tu fais un shooting cool et tout, tu as peut-être même plus de chances de ressortir sur les médias, vu que tu es un sport un peu de niche ou différent du foot, tu vois. Donc en vrai, tu as des vrais enjeux, ouais, carrément.